Je poussai la lourde porte en bois de notre appartement d'un coup de pôle fatigu. La serrure, capricieuse, se bloquait depuis maintenant 3 bonnes semaines, et mes 2 mains étaient encombres par de lourds sacs de courses remplis à bord. Peine le seuil franchi, un parfum chaud et réconfortant vint m'envelopper, une odeur que j'avais appris reconnaître les yeux fermes. Un buff bourguignon. Une viande fondante, des carottes parfaitement coupes, du vin rouge vapor, et cette touche secrète de thym et de laurier que Camille n'ajoutait que le mercredi soir, comme un rituel sacre. Je jetai mes baskets dans le trois-tentres, traversai le couloir exigu et pénétrai dans la cuisine. LTL. Camille se tenait debout devant la petite armoire pharmacie ouverte, vêtue d'un de mes vieux t-shirts de lave dont le col était complètement distendu. Le tissu descendait presque jusqu'à ses genoux, voilant la ligne gracieuse de ses longues jambes nues. Ce spectacle, si simple et si intime, me touchait toujours en plein cœur. Les sourcils fronts par une concentration extrême, elle triait méticuleusement des plaquettes de pilules, des petits flacons en verre et des tubes de pommade prime. De formation professionnelle indéniable. Madame dans l'intimie de notre foyer, ma femme, pharmacienne de métier, passait son temps vérifier les dates d'expiration des médicaments avec une rigueur absolue. « Salut, mon amour », dis-je d'une voix douce en déposant bruyamment les sacs sur la table en kit que nous avions mis des heures montées ensemble, entre disputes explosives et éclates de rire morables. « Tu organises encore une inspection générale ? » ?»« Salut », répondit-elle sans madame daigner se retourner. « Il y a une botte d'aspirine qui traîne depuis l'année dernière, il faut absolument la jeter, c'est dangereux. » Je m'approchai silencieusement par derrière et passai mes bras autour de sa taille fine, l'attirant contre moi. Son parfum familier vint immédiatement flatter mes sens, un mélange doux et enivrant de shampoing la pomme verte et d'une TRS subtile note d'eau oxygne, vestige de son lieu de travail, bien qu'elle était en repos ce jour-là. Cette odeur, c'était mon ancrage, elle s'associait profondément et définitivement la notion madame de foyer dans mon esprit. Nous avions tous les deux 24 ans. Nous nous étions mariés exactement 1 an auparavant, au cours d'une chromonie modeste mais vibrante d'émotion, et cette première année d'union me semblait être la chose la plus juste, la plus belle et la plus pure de toute mon existence. Certes, notre quotidien était modeste. Nous vivions au jour le jour. Le canapé du salon, rite des dans locataire, était tellement affaissé en son centre que nous devions le recouvrir d'un plaid de paix pour masquer l'usure de la mousse. Sur le mur principal traînait une décoration bon marche formant le mot amour, achète par Camille sur un site en ligne. La lettre M penchait dangereusement vers la gauche parce qu'un morceau de ruban adhésif double face c'était DCOL, mais nous ne trouvions jamais le temps, ni la volonté, de la remettre droite. Je travaillais de longues heures comme chauffeur de taxi au volant d'une Peugeot grise, loin un vieux garage de la banlieue de Lyon. Chaque matin, dans le froid mordant, pendant que le moteur peinait chauffer, j'ouvrais le navigateur de mon téléphone pour consulter frénétiquement le site d'une grande usine métallurgique de la région, espérant y trouver une offre d'emploi. Rien. Le vide absolu depuis si longs mois. Parfois, une annonce pour un poste d'agent d'entretien ou de manœuvre apparaissait furtivement, mais le salaire proposé est presque 2 fois inférieur ce que je réussissais gagner en conduisant mes clients dans les embouteillages. Alors, je patientais. Je serrais les dents et je conduisais. Camille, de son CT, travaillait comme préparatrice dans une pharmacie de quartier, une boutique banale aux tagres vertes de Frachy, claire par un nom clignotant qui donnait des mots de TTE. Elle passait ses journées debout, réorganiser les vitrines, vérifier d'interminables listes de certificats, et supporter les récriminations des personnes GES qui exigeaient obstinément le numérique le moins cher du marché, souvent retiré de la vente depuis des années. Le soir, elle rentrait la maison les traits tirés par la fatigue, les pieds douloureux, mais elle ne se plaignait jamais. Nous avions un but commun. Nous économisions chaque centime pour constituer l'apport initial d'un crédit immobilier. Nous mettions de côté méthodiquement, moi, mes pourboires glands lors des courses nocturnes, elle, ses rares primes de fin de mois. Notre compte commun affichait fièrement 23 000 €. Dans 2 ans, nous prévoyions de mettre un enfant en route. D'abord l'achat de notre propre nid, ensuite la naissance de notre héritier. Tout fonctionnait selon un plan méticuleux et parfait. Le soir, nous nous effondrions devant des streetvies. Camille finissait toujours par s'endormir, la TTE pose sur mon pôle. Je regardais l'épisode jusque la dernière seconde, puis,
avec des gestes d'une infinie douceur pour ne pas la réveiller, je glissais un oreiller sous sa TTE et j'éteignais la lampe de chevet. Nos nuits étaient tendres, mais aussi empreintes d'une passion ardente, de baisers fiévreux et de craintes sans fin qui scellaient notre amour. Pour moi, le bonheur se resumait cela, une vie calme, une passion simple, sans artifice ni trompette. Mais il y avait un détail étrange. Une dissonance que j'avais remarquée plusieurs reprises sans jamais oser m'y attarder. Parfois, lorsque nos conversations deviaient innocemment sur le dme des rencontres amoureuses ou des fiannailles de nos amis, Camille s'arrêtait brusquement de parler, souvent au milieu d'une phrase. Son regard devenait vitreux, lointain, presque mort. Elle s'enfermait dans une coquille invisible pendant quelques secondes interminables, puis revenait la rallye en affichant un sourire figue, terriblement forque. Je mettais cela sur le compte de l'épuisement, du stress lié aux clients difficiles de la pharmacie, des nerfs vifs. Je ne posais pas de questions. Je ne voulais pas fouiller. Je ne savais pas alors qu'il existait, cache dans les membres de son esprit, une botte noire intrable. Elle l'avait verrouillée avec un millier de cadenas et en avait la centilitre dans un abme. Dans cette botte noire reposait un événement dévastateur, survenu exactement 14 jours avant que nous ne nous disions oui devant le maire. Ce que je ne savais pas, c'est ce qui s'était réellement passé en cette journée caniculaire du mois d'août, un an auparavant. La chaleur était si crasante que l'asphalte des trottoirs semblait fondre sous les semelles, et l'air au-dessus du capot des voitures gares vibrait comme un mirage dans le dessert. Camille était assise sur un banc en bois US, juste en face de l'antre de son immeuble. Son doigt brillait la bague de fiannailles orne d'un minuscule zircon que j'avais mis 3 heures choisir, comparant obsessionnellement les tailles et les reflets sous les lumières du bijoutier. Elle la regardait, la faisait tourner autour de sa phalange, et son estomac se nouait d'un mélange indescriptible de joie pure et de terreur absolue. De la joie, parce qu'elle savait que j'étais un homme fiable, foncièrement bon et protecteur. Je n'avais jamais haussé la voix contre elle, je n'avais jamais oublié un seul anniversaire, et le dimanche matin, je lui apportais des croissants chauds et du café au lit. De la terreur, parce qu'il ne restait que 14 jours avant la chromonie et que tout semblait s'effondrer autour d'elle. L'essayage de sa robe s'était transformé en un véritable cauchemar veille. La couturière avait commis une erreur grossière sur les mensurations, et le corset rigide lui crasait les CTES au point de lui couper la respiration. Le budget initial avait miraculeusement doublé. Nous avions découvert avec stupeur que le domaine exigeait un supplément exorbitant pour l'utilisation de leur propre matériel de sonorisation, et le fleuriste avait eu l'audace de facturer le double pour une livraison un samedi. Et pour couronner le tout, ma MRE, future belle MRE redoutable, femme autoritaire et habitue tout diriger d'une main de fer, l'appelait chaque soir pour critiquer la moindre de ses décisions concernant le menu. Voyons, Camille, des petits fours au fromage ? C'est d'un commun affligeant. Exige des toasts au foie gras et retire-moi immédiatement cette décoration florale rose plaie. C'est d'une vulgarie sans nom, assenait ma MRE au téléphone. Assise sur ce banc, Camille serrait son téléphone portable sans faire blanchir les jointures, sentant les larmes de frustration brûler au bord de ses paupières. Elle se moquait du foie gras. Elle tirait simplement un mariage authentique, entour de gens simples, avec des rires bruyants, de la musique pour danser jusque l'aube et des buffets niaiseux. Mais ma MRE finanait la moitié des festivies, et s'opposait elle relevait de la mission impossible. C'est cet instant précis de vulnérabilité extrême qu'une Volkswagen Golf bleu nuit, aux vitres lourdement teintes, freina brusquement devant elle. La vitre s'était passager descendit avec un bourdonnement électrique, révélant un visage que Camille connaissait douloureusement bien. Maxime. Au premier regard, elle eut du mal l'identifier. L'âne prudente, il s'était en gag dans l'arme de terre en tant que ch'tif adolescent, anguleux, les cheveux toujours en bataille. Aujourd'hui, l'homme qui se tenait derrière le volant métamorpho, la carrure paissie par la musculation, le crnéra de PRS, le regard dur et peurant, affichant ce sourire arrogant, presque prédateur, propre ceux qui ont port l'uniforme et qui, revenus la vie civile depuis 6 mois, se croient les maîtres absolus du monde. Eh bien, Camille, tranatait-il d'une voix grave en s'extirpant de son véhicule. Quelle coïncidence incroyable! Tu et elle, toute seule, ruminait tes penses. Et dis donc, quelle jolie petite bague! Ne me dis pas que tu as réussi te trouver un pigeon? Elle se leva d'un bond. Son cœur se mit battre la chamade, sonnant violemment dans sa gorge hache. Maxime était son ancien amant.
Ils avaient rompu peine un mois avant son DPART pour les casernes. Elle avait refus de l'attendre pendant des années de mutations incertaines. Blesse dans son ego, il l'avait traite de helche et de traîtresse, s'engageant avec un sentiment brûlant d'injustice. Il ne s'était jamais revu depuis ce jour fatal. « Bonjour, Maxime. Comment vas-tu » réussit-elle articulée d'une voix tremblante. « Je vais merveilleusement bien. » Il s'approcha, s'asseyant sur le banc c'était d'elle, réduisant l'espace de scurie. En se rapprochant, Camille fut immédiatement frappée par son parfum. Une fragrance côteuse, masculine et agressive, sature de notes lourdes de cuir brut et de tabac froid. Cela ne ressemblait en rien à l'adolescent qu'elle avait connu. « J'ai servi la nation, je suis de retour. Et toi, ce que je vois, tu t'apprêtes à te faire passer la bague au doigt. Qui est le relu, si ce n'est pas un secret de TAT ? Il s'appelle Julien. Il est chauffeur de taxi. C'est un homme merveilleux, répondit-elle sur la défensive. Maxime laissa échapper un ricanement mesquin et chargue de mépris. Un chauffeur de taxi ? Camille, tu te moques de moi ? Toi, avec la classe que tu as, tu vas moisir dans un appartement miteux en banlieue compter les centimes la fin du mois ? Moi, depuis que je suis rentre, j'ai ma propre entreprise. J'ai un appartement de 113 quarts en plein centre-ville. Il mentait avec une aisance glaante. Il ne possédait aucune entreprise. Son appartement était une sous-location minable, mais sa voix grave sonnait avec une conviction hypnotique. Camille elle madame ne comprit pas pourquoi elle ne tourna pas les talons pour rentrer chez elle l'instant madame. Sans doute cause de l'épuisement mental qui l'arrangeait. Cause de ma MRE, des essayages rats, de cette pression sociale touffante et du sentiment permanent de TRE submerge. Et voile qu'un fantôme de son passe surgissait pour lui murmurer qu'elle méritait une vie faite de luxe et de libère. Elle portait ce jour-là une magnifique robe de thé en soie meraude, fluide et LGRE, qui posait parfaitement les courbes de sa taille. Ses pieds, de délicates sandales talons hauts mettaient en valeur la finesse de ses chevilles. Un fin bracelet en or scintillait son poignet, et ses longs cheveux bruns ondulaient avec une ganse naturelle. Elle dégageait un charme sophistique, un mélange irrésistible de vulnérabilité et de sensualité qui n'avait pas échappé au regard carnassier de Maxime. Maxime, arta tout de suite. Mon mariage a lieu dans 14 jours. J'aime Julien de tout mon cœur, se défendit-elle. Tu l'aimes ? Il saisit brusquement sa main. Sa paume était brûlante, rugueuse, calleuse. Et moi, tu ne m'aimais pas, peut-être ? Ce que nous avons vécu ensemble. Tout appartient au passé. Camille, tu m'as manqué, en crevé, murmura-t-il, sa voix devenant soudainement rauque, presque implorante, chargeant l'atmosphère d'une tension sexuelle palpable. J'épand ton corps chaque nuit dans la froideur de la caserne. J'imaginais l'odeur de tes cheveux, le grain de ta peau, la chaleur de tes lèvres. Et elle, j'apprends que tu vas te lier via un minable qui transporte des ivrognes la rire de sa bagnole. Elle aurait dû se lever et partir en courant. Mais son corps, trahi par le stress et l'épuisement, refusa de lui obéir. L'odeur de son parfum animal, le vertige de la situation, la chaleur touffante. Tout se mélangea dans son esprit pour former un cocktail toxique qui lui monta directement la TTE. Maxime perut immédiatement sa faille, cette infime citation. « Viens, on va juste faire un tour en voiture. On discutera comme au bon vieux temps, pour tourner la page. Je te jure que je ne tenterai rien de DPLAC, c'est promis. » Elle monta dans la voiture. Ce fut la première erreur, le premier pas vers l'abme. Ils sillonnèrent les rues de la ville. Maxime monopolisait la parole, racontant ses soi-disant exploits militaires, les brimades, les corves rintantes. Camille écoutait d'une oreille distraite, le regard perdu travers la vitre teinte. Le soleil comme n'est décliné, teintant le ciel de teintes oranges pendant que les premiers lampadaires s'allumaient. Finalement, la Golf s'engagea dans une impasse déserte, cache derrière une range de vieux garages abandonnés. Le silence était absolu, seulement troublé par l'aboiement lointain d'un chien errant. Maxime coupa le contact d'un geste sec et pivota tout son buste vers elle. « Camille, dit-il avec une intensie brûlante, j'ai une envie folle de t'embrasser. »« Non, Maxime. Non. Ramène-moi chez moi, tout de suite. » Mais il l'ignora totalement.
Se penchant au-dessus du levier de vitesse, il attrapa sa nuque avec force et tira son visage vers le sien. Elle posa ses mains sur son torse muscle pour le repousser, mais ses bras perdirent soudain toute leur force. Au plus profond d'elle, madame, quelque chose de sombre, de viscéral, de follement irréfléchissveilla. C'était cette pulsion autodestructrice, cette situation piquante et interdite dont elle avait vaguement conscience sans jamais l'avoir expérimente. Une perte de contrôle totale. C'était honteux, sale, gradant, mais une seule et unique fois, tout bascula sur la banquette arrière en cuir de cette Volkswagen. Ce fut rapide, brutal, maladroit, dénu de toute véritable tendresse. La passion frosse de ses gestes s'opposait à l'absence de sentiment de Camille. Elle ne ressentit ni extase ni douleur aiguë, simplement un gouffre-banc de vide intérieur et un dégoûté viscéral d'elle madame. Allonge sur le cuir froid, la respiration saccade, la robe en soie froisse remonte sur ses hanches, elle fixait le ciel de toit gris de la voiture en se rptan. Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi? Julien est probablement en train de préparer le dîner ou de nettoyer amoureusement sa voiture pour demain, et moi, je suis elle, dans cette crasse. Maxime, repu et affichant un sourire satisfait, sortit furtivement son smartphone. Camille, dans les brumes de sa honte, ne le remarqua pas immédiatement. Elle essayait de rajuster sa robe d'une main tremblante, cherchant à cacher la peau nue de ses cuisses. C'est alors qu'un cliquetis numérique retentit. Le bruit sec et indéniable d'un déclencheur d'appareil photo. « Qu'est-ce que tu es en train de faire » hurla-t-elle, la panique formant ses traits. « Un petit souvenir, pour la route » ricana-t-il avec une vulgarité insupportable. « Tu es tellement magnifique dans cette position. » Je garde précieusement. « Efface ça. » Tout de suite, je t'ordonne de l'effacer. Calme-toi, crie. Je ne la montrerai personne. C'est pour ma collection privée, c'est tout. Camille se jeta sur lui pour arracher l'appareil de ses mains, mais il l'avait dit glisse avec agilité dans la poche zip de sa veste. Elle s'effondra sur son sige, vide de toute énergie. Un froid polaire, poisseux et suffocant se répandit dans ses veines, figeant son sang. Ramène-moi. Maintenant, articula-t-elle d'une voix blanche, glaciale, dépourvue de toute motion. Maxime haussa l'épaule avec désinvolture et relana le moteur. Durant tout le trajet du retour, il bavardait avec insouciance, lui proposant de devenir des amants réguliers, affirmant avec aplomb qu'ils formaient une paire diaboliquement parfaite. Camille resta pétrifiée, mûre dans un silence de mort. Dès que la voiture s'arrêta brusquement devant son immeuble, elle ouvrit la portière et s'enfuit en courant sans un regard en arrière. Une fois rentrée, elle arracha ses vêtements, se précipita sous la douche et frotta sa peau sous l'eau bouillante pendant PRS d'une heure, jusqu'à ce qu'elle devienne rouge vif, comme pour exorciser la souillure de cette trahison. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une solution grave dans la pierre de son esprit, Maxime n'existait plus. Elle l'enterrait vivant. Elle bloqua son numéro de téléphone, l'effaça de tous ses réseaux sociaux, et s'obligea par la force de son subconscient à oublier cette carte. Le mariage fut célèbre en grande pompe 14 jours plus tard. La mairie, Camille pleurait chaudes larmes lorsque je glissais l'alliance en or blanc son doigt. Pour elle, c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur absolu. Elle s'était convaincue que le passe était mort et en terre. Elle ignorait alors que le passe refuse souvent de mourir, surtout lorsqu'il tient une preuve numérique dissimule dans la moire d'un téléphone portable. Partie 3. Le retour du fantôme. C'était un mercredi pluvieux du mois d'octobre. La pluie d'automne frappait la petite marquise de la pharmacie avec une régularité assommante. L'intérieur, comme tous les mercredis matins, une longue file d'attente compose de retraite et forme. À sentait l'humidie, la naphtaline et les pastilles pour la gorge. Camille, impeccablement sangle dans sa blouse blanche immaculée, encaissait les achats avec une efficacité redoutable. Ses gestes étaient d'une précision chirurgicale, scanner le code barre, taper sur le cran tactile, rendre la monnaie, tendre le ticket de caisse. Elle offrait un sourire professionnel chaque client, bien que son esprit FT préoccupe. J'étais tombée malade les jours précédents. Une mauvaise grippe m'avait cloué au lit avec une forte fièvre. Ce matin avant de partir l'aube, elle m'avait préparé une grande tasse de thé fumant au miel et l'avait pose sur ma table de chevet, m'embrassant doucement sur le front. « Donnez-moi du sirop pour la toux, ma petite dame » marmonna un vieux monsieur appuyé sur sa canne. « Mais je veux celui aux gouttes de miel,
pas l'autre salait. Camille hocha la tête, pivota sur ses talons vers l'imposante tagre des sirops, et se figea brusquement. Le sang serta instantanément son visage. Debout dans l'encadrement des portes coulissantes automatiques, il y avait Maxime. L'instinct de survie de Camille hurla. Il arborait exactement la madame posture arrogante, la madame veste en cuir hors de prix, et son parfum lourd vint agresser l'air asepti de l'officine. Il croisa les bras sur son torse massif, affichant un rictus narquois, la fixant avec l'intensité d'un prédateur ayant enfin coinque sa proie dans une impasse. « Bonjour, madame la femme Marie », l'anathéil d'une voix forte en s'approchant nonchalamment du comptoir. Les clients autour de lui se turent, sentant instinctivement la tension électrique qui venait d'envahir la pisse. « Tu m'as manqué, tu sais ? Dis-moi, ton petit chauffeur de taxi s'occupe bien de toi au moins ?» Camille sentit une vague de chaleur envahir ses joues, suivie d'un frisson glacial le long de sa colonne vertébrale. Utilisant la voix la plus autoritaire qu'elle servait aux clients agressifs, elle répliqua, tranchante comme une lame de rasoir. « Vous tirez des pastilles pour la toux ou des antalgiques, monsieur ? Sinon, je vous prie de ne pas bloquer la file. » Maxime prit un air faussement indigne, plaquant tralement une main sur son cœur. « Waouh, quelle froideur polaire ! Tu t'es nettement plus chaleureuse et souple le poc, tu te souviens ? Surtout l'arrière d'une voiture. Sortez d'ici immédiatement, siffla Camille, le ton dangereusement bas, ou j'appelle la scurie la seconde. » Loin d'obéir, il s'appuya lourdement sur le comptoir en verre et avana sa main pour effleurer le poignet de Camille. Le contact de sa peau provoqua chez elle une réaction de dégoût si violente qu'elle retira son bras d'un coup sec, renversant au passage un pressoir en plastique rempli de vitamines. Les bottes crassèrent sur le carrelage dans un fracas retentissant. « Ne me touchez pas », cracha-t-elle, les yeux noirs de colère. « Je vous ai dit de déguer de ma vue. » Le sourire de Maxime disparut instantanément. Son ego de MLE dominant venait de TRE publiquement humilié. Ses yeux se rétrécirent, remplis d'une macancée pure. Il se redressa lentement, rajusta le col de sa veste en cuir d'un geste sec. « Crois-moi, tu vas amèrement regretter cette attitude de petite bourgeoise, murmura-t-il d'un ton venimeux, si bas qu'elle seule put l'entendre. Il tourna les talons et quitta la pharmacie grands pas, les portes automatiques se refermant dans un sifflement derrière lui. Camille resta clouée sur place, le souffle court, ses genoux tremblant de manière incontrôlable sous sa blouse. Elle prit une profonde inspiration, se tourna vers les retraits bahis, et fora un sourire contrit. « Je vous prie de m'excuser pour cet incident. Juste un perturbateur. Nous reprenons. » Elle pria intérieurement pour que ce ne soit qu'une vaine menace d'un homme l'ego froisse. Elle ignorait tragiquement qu'il venait tout juste d'ouvrir, sur son smartphone, la page d'un groupe privé sur les réseaux sociaux locaux intitulé « Les chauffeurs de taxi de Lyon et environ ». Partie 4. Le monde s'effondre en une fraction de seconde. Ce jour-là, je conduisais un client important vers l'aéroport. La route fricte et glissante, une bruine fine et constante brouillait ma vision, et les essuie-glaces de la Peugeot balayaient le pare-brise avec un grincement rythmique. L'arrière, un homme corpulent, engoncé dans un manteau en cuir de vachette, hurlait dans son téléphone propos de contrats financiers, m'ignorant avec le M-prix habituel réservé aux chauffeurs. J'étais habitué. C'était la routine. Mieux valait un silence méprisant que des tentatives de conversation force quand j'avais 12 heures de conduite dans les pattes. Bloqué un long feu rouge au carrefour principal, je sortis machinalement mon téléphone de ma poche pour vérifier mes notifications. 1 heure plus tard, Camille m'avait envoyé un message plein de tendresse. « Mon amour, as-tu pris ta température ? Je t'ai acheté de puissants antibiotiques, tu pourras les prendre ce soir. Je t'aime. » Un sourire flottait sur mes lèvres. J'allais commencer taper ma réponse lorsqu'une nouvelle notification apparut brutalement à l'écran. Un numéro inconnu. Une photographie en pièce jointe. Et un texte, court, empoisonne. Salutations de la part de la belle Marie. C'était exactement 14 jours avant votre grand mariage. Elle t'en a parlé au moins ? Regarde bien la rire comment elle a fêté mon retour de larmes. Le cœur palpitant, je cliquai sur l'image. L'écran de mon téléphone s'illumina, et ce fut comme si une bombe venait d'exploser directement dans ma poitrine. La netteté de l'image était effroyable. De longs cheveux bruns ondulent,
air pendu en désordre sur le cuir noir d'un sige de voiture. Une courbe de dos nu, si intime, si familière. Je connaissais cette courbure par cœur, je la caressais chaque nuit lorsque Camille s'endormait sur le ventre, ses bras replis sous l'oreiller. Le profil de son visage était aigrement flou cause du mouvement, mais son identité hurlait mes yeux. Son nez délicat, la ligne de sa mâchoire, et ce petit grain de beau si particulier cachent juste derrière son oreille gauche. Autour d'elle, l'intérieur sombre et luxueux d'une Volkswagen. L'horodatage numérique grave dans les propries du fichier ne mentait pas, la date correspondait au jour PRS, 14 jours avant notre passage devant le maire. La colère, la douleur, la trahison absolue m'irradièrent avec une violence inouïe. Je ne me rendis madame pas compte que mon pied droit venait de craser la pédale d'accélérateur. La Peugeot bondit en avant avec un rugissement, déviant violemment de sa trajectoire. L'arrière, le passager corpulent lâcha son précieux téléphone qui alla se craser sur le tapis de sol. « Mais vous êtes complètement malade, monsieur, hurla-t-il, le visage rouge de fureur. Vous roulez sur le trottoir. Le feu est rouge. » D'un coup de volant de CSPSPR, je redressai le véhicule dans un crissement strident de pneus, la jante avant raclant violemment la bordure du trottoir avec un bruit métallique insoutenable. Je stoppai net la voiture sur le bas-CT, le souffle court, les mains agrippent au volant jusqu'en avoir des crampes. « Descendez », dis-je d'une voix caverneuse, méconnaissable, une voix qui ne semblait pas m'appartenir. « Pardon. Je vais rater mon avion pour Paris, vous plaisantez j'espère. Brouillez-vous. Ma femme vient de mourir. Descendez de ma voiture immédiatement. » J'inventai ce mensonge macabre sur l'instant, uniquement pour qu'il disparaisse de ma vue avant que je ne perde totalement la raison. L'homme blêmi, marmonna des jurons incompréhensibles, ouvrit la portière et dierpit en claquant le MTAL avec fureur. Je me contrefichais de lui. Mes yeux terribles, hypnotisent, sur le cran luminescent de mon téléphone. J'agrandis la photo. Encore plus. Je voulais me faire mal, je voulais boire ce poison jusqu'à la lie. Et je vis les détails qui m'acheveront définitivement. Son doigt, on distinguait clairement la fine bague en argent que je lui avais offerte pour FTR notre première année de rencontre. Et sur le flanc gauche de son corps nude, son tatouage intime. Une minuscule hirondelle aux ailes déploie. Ce tatouage que j'avais embrassé et idolâtre des milliers de fois avec un amour pur. 14 jours avant de me jurer fidélité. Pendant que je me puisais trouver un appartement des CNT, que je cumulais les courses de nuit pour payer la salle de réception, pendant que je me battais contre ma propre mère pour imposer ses choix à elle, pendant que je bâtissais les fondations de notre avenir, elle s'offrait comme une chienne en chaleur sur la banquette à rire d'un type quelconque. Je n'arrivais pas à formuler de pensées courantes. Mes mains tremblaient d'une rage si intense que je peinais tenir l'appareil. Je composais le numéro de Camille, mais je raccrochais avant madame la première sonnerie. Non. Je ne pouvais pas faire à part téléphone. Je devais planter mon regard dans le sien. Je devais voir l'horreur dans ses yeux. J'enclenchai la première vitesse d'un coup sec, fis un demi-tour illégal sur l'avenue des Trampes et la voiture tombeau ouvert en direction de la pharmacie. Le trajet fut une succession de feux orange grill, de klaxons rageurs et de pitons esquives de justesse. Une seule pensée, obstinante et destructrice, martelait mon crâne, menteuse. Menteuse. Tout n'était qu'un tissu de mensonges. Notre âne de mariage, nos sourires aux reveils, les mots doux chuchots sous les draps, cette âne que je considérais comme la plus magique de mon existence. Tout reposait sur une trahison putride. J'arrivai devant l'officine et je freinai violemment, me garant de travers sur le trottoir. Je jaillis de la voiture et pénétrai dans la pharmacie comme un ouragan dévastateur. Poussant violemment les portes-vitres coulissantes qui se bloquèrent avec un craquement sinistre, je percutai, sans m'en rendre compte, un grand présentoir rempli de produits dermatologiques de luxe. Des dizaines de flacons en verre, de CRMS et de bottes colors crassent sur le sol en carrelage blanc, provoquant une cacophonie assourdissante de verre bris et de plastique froisse. La file d'attente des personnes GES scarta dans un mouvement de panique générale. Des cris touffes retentirent, une femme porta la main sa poitrine. « Tu n'es qu'une sale menteuse !» Hurlai-je plein poumon, aveugle tout ce qui m'entourait, fixant uniquement la femme en blouse blanche trifie derrière le comptoir. Camille leva brusquement la tête. La couleur quitta son visage une vitesse fulgurante.
Ses grands yeux bruns scarquillèrent de terreur. Julien? Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade, tu ne devrais pas. Je ne lui laissai pas l'opportunité de prononcer un mot de plus. D'un geste violent, je projetai mon téléphone portable sur le comptoir en verre. L'appareil glissa et s'arrêta pile devant elle, l'écran tourne vers le plafond, la luminosité au maximum. La photographie maudite, agrandie pour montrer chaque détail et curant, traînait elle, expose la vue de tous. Les femmes pressantes dans la file d'attente qui étaient assez proches pour voir poussent des exclamations scandalisent. Sophie, la jeune colgue préparatrice la caisse voisine, plaqua les deux mains sur sa bouche, mortifiée. Camille devint si plaie que ses lèvres prirent la couleur de la craie. Alors, on joue la femme parfaite? Ma voix tonnait dans l'espace confin de la boutique, déforme par la souffrance atroce et la fureur incontrôlable. Pendant que moi, comme un idiot cognital, je cherchais notre appartement, que je me saignais pour te payer la bague de tes herves, que je me disputais avec ma propre mère pour que ton menu te plaise, toi, tu cartais les cuisses pour un autre. Raconte. Raconte tout le monde ici comment tu te frottais sur les banquettes à rire des parkings juste avant d'enfiler ta belle robe blanche. Mes mots tranchaient l'air lourd de la pharmacie comme des lames de boucher et fil. Camille ouvrit la bouche pour parler, la referma, l'ouvrit nouveau. Seul un RL tremble parvint franchir la barrière de ses lèvres tremblantes. Julien, c'est arrive une seule fois, je te le jure, murmura-t-il d'une voix si faible que seule la vieille dame terrifiée au premier rang put l'entendre. J'ai paniqué. Je ne savais plus où j'entais. Je t'en supplie, hâte de crier, s'il te plaît. Je frappai le comptoir du poing avec une force inouïe. Le lourd tiroir caisse métallique fit un bond de plusieurs centimètres dans un fracas de ferraille. Si tu es encore chez moi ce soir, je te jette par la fenêtre. Fais tes bagages et retourne ramper chez ta MRE. Tu n'es plus ma femme. Tu n'es qu'une trâne manipulatrice. Je tournai les talons avec la brusquerie d'un automate et me dirigeai vers la sortie. Les semelles pèses de mes chaussures laissaient des traces humides et boueuses sur le sol immaculé. Personne, absolument personne, ne tenta d'intervenir ou de m'arrêter. La petite foule de clients terroristes scarta pour me laisser le passage, me regardant comme si j'étais porteur de la peste. Les portes automatiques s'ouvrirent péniblement. De l'intérieur, travers la vitrine, tout le monde me vit monter dans ma voiture et démarrer dans un hurlement de pneus, brûlant la gomme sur l'asphalte mouille. Un silence de cathédrale retomba lourdement dans la pharmacie. Camille se tenait droite comme un piquet de bois, les phalanges blanches forcent de serrer le bord glaque du comptoir. Sa blouse de travail immaculée, symbole de purée et de respectabilité, lui semblait maintenant être un linceul touffant. Elle balaya du regard l'assistance. Tous la dévisageaient. Certains avec un profond dégéoté moralisateur, d'autres avec une pitié condescendante, d'autres encore avec la curiosité malsaine de ceux qui assistent à un accident mortel sur l'autoroute. Dans le fond du magasin, un flacon en verre reste en équilibre finit par chuter lourdement. Le bruit de ce dernier flacon se brisant fut le coup de GRCE. Les jambes de Camille CDRNT. Elle s'effondra lentement sur la chaise roulette derrière son poste. Un flot de larmes silencieuses se mit couler sur ses joues, sans hoquet, sans un bruit, parce qu'elle n'avait plus la force de lutter. Camille. L'appela timidement Sophie, sa jeune colgue. Veux-tu que je t'apporte un verre d'eau fraîche? Camille resta muette. Les yeux perdus dans le vague, fixant les portes battantes par lesquelles l'homme de sa vie venait de disparaître, elle prenait brutalement conscience que sa vie venait de se scinder irrémédiablement en deux, le monde d'avant, et le nan d'après. Partie 5. L'exil et la désolation. De retour à l'appartement, mon cerveau était totalement déconnecté. Je n'avais aucun souvenir du trajet. Ma mémoire avait effacé la route, les feux rouges, les ronds-points. En arrivant devant notre porte, la centilitre refusa de tourner dans le cylindre US saisi d'une impulsion animale, je frappai la porte d'un grand coup de pôle, si fort que le cadre en bois craqua sinistrement, projetant des clattes de peinture sur le paillasson. Le logement m'accueillit avec cette maudite odeur de ragoût de la veille. La grande cocotte minute traînait toujours sur la cuisinière froide. Je m'approchai, soulevai le couvercle, regardai la couche de graisse fige et blanchâtre qui recouvrait la sauce sombre, et un violent haut-le-cœur me submergea. Je courus jusqu'à l'évier en inox et vomis tripes et boyaux.
Une fois l'estomac vide de ma rage physique, je marchai grands pas vers notre chambre couchée. J'arrachai les portes du placard de Camille. Ses robes télgres, ses jupes gantes, ses jeans moulants, ses chemisiers en soie délicate. Tout errant avec un soin maniaque. Tout exhalait cette odeur doucereuse de pommes vertes. Je sortis une liasse de grands sacs poubelles noirs industriels de Soulevier, et je commençai y fourrer ses affaires PMLE. D'abord méthodiquement, puis avec une frenzy destructrice. Ses chaussures talons. Dans le sac. Son mug PRFR orne d'un petit chat noir, celui dans lequel elle buvait son TH noir tous les matins. Dans le sac, et j'entendis avec satisfaction la porcelaine se briser contre le fond. Ses pantoufles ridicules en forme de lapin. Dans le sac. En fouillant dans les tagres du haut, mes mains rencontrent le lourd album de mariage. Une reliure luxueuse en cuir véritable bleu nuit avec nos pronoms en bosse en lettres d'or. Nous avions cassé notre tirelire pour engager un studio de photographie professionnelle, boursant PRS de 1000 €, une fortune monumentale pour nous le POC. Camille m'avait convaincu en disant, « Julien, c'est le souvenir de notre vie. C'est le livre que nous montrerons nos petits-enfants quand nous aurons des cheveux blancs. » J'ouvris violemment l'album. La toute première double page. Nous deux, sur les marches de la mairie. Elle rejetait la TTE en arrière dans un clat de rire lumineux, ses cheveux bruns au vent. Dans ses yeux, je croyais y voir le POC un amour inaltrable et pur. Je fixai cette image parfaite pendant une bonne minute, le sang battant mes tempes. Puis, d'un geste sec et impitoyable, j'arrachai la lourde page cartonne. Le bruit du papier se déchirant sonna comme une exécution. Je mis l'image en boule et la balanai dans les ordures. Je fis de madame avec toutes les pages suivantes. L'objet sacre qui nous avait commis l'euro n'était plus qu'impitoyable amas de papier MCH et de coins en plastique brise. Je pris mon téléphone pour composer le numéro de la MRE de Camille, une femme d'ordinaire et face qui s'était toujours montre bienveillante mon gars. Je lui envoyai un texto clinique, froid comme la lame d'un scalpel, sans bonjour ni fioriture. Venez récupérer votre fille. Elle m'a trahi. Motif, infidèle consomme avant la cérémonie de mariage. J'appuyai sur envoi et désactivai immédiatement la sonnerie. Ensuite, poussé par un besoin irrépressible de purification, je m'enfermai dans la petite salle de bain. J'ouvris le robinet d'eau chaude fond et je frottai mes mains avec du savon dur pendant de longues minutes. Pas parce que j'avais les mains sales, mais parce que j'avais l'impression viscérale d'avoir touché un cadavre en manipulant ses vêtements, d'avoir été souillé par sa seule existence dans cet appartement. La mousse blanche s'accumulait, l'eau brûlante me rougissait la peau, mais le sentiment de purée m'échappait totalement. Je refermai le mitigeur et m'assis lourdement sur le rebord en faïence de la baignoire. Le silence de l'appartement me crasait, seulement trouble par le bourdonnement électrique du vieux réfrigérateur dans la cuisine. Camille arriva à 21h précises. Bien qu'assourdi, j'entendis ses pas sitants, trânant sur les marches de la cage d'escalier. Puis, le bruit sourd de ses phalanges contre le bois de la porte d'entrée. D'abord timide. Puis frénétique. « Julien. Julien, je t'en supplie, ouvre-moi, » implora-t-elle, la voix ravagée par les sanglots. « Laisse-moi t'expliquer. Ce n'était rien qu'un adieu maladroit au passe. Je ne voulais pas le faire. Je te jure que je ne sais madame pas ce qui m'a pris. » Je me tenais dans le petit couloir de l'antre, le front brûlant colle contre le papier peint rugueux du mur. L'ampoule de la salle de bain, oubli allume, projetait un fin rayon de lumière jaune sur le sol. Sur le porte-manteau en fer forgue, ma veste d'hiver toyait encore son long manteau en laine claire. Ensemble, comme toujours. « Julien. » Elle se mit frapper coup de poing. « Je n'aime que toi. Pardonne-moi cette erreur. Une seule et unique fois dans ma vie. » Je restai de marbre. Les mots se bousculaient dans ma gorge, mais ils y restaient coints, tranchants comme des clattes de verre. Par pitié, GMITL, et le son de ses pleurs ressemblait au gmissement pitoyable d'un animal mortellement blessé. Je ne peux pas respirer sans toi. Ah, faisait 2 semaines que je n'y avais pas pen. Je pris une profonde et lente inspiration, rassemblant l'infime reste de dignité qu'il me restait. Je parlais travers le bois massif de la porte, d'une voix basse, nue de toute colère, la voix terrifiante d'un homme dont le meuaté calcine. « Tu m'aimes ? Sais-tu seulement ce que ce mot signifie ? Julien.
Tu ne m'as pas trompé cause d'une faiblesse humaine. Tu m'as assassin. Tu m'as tué l'instant précis où j'ai vu cette photographie. J'ai soudain compris que durant toute une année, 365 jours, j'ai partagé le lit d'un fantôme, d'une hypocrite qui me mentait chaque inspiration, chaque sourire. Je ne mentais pas. Je me suis tue pour te protéger. Hurla-t-elle dans le couloir. Ferme-la. Ma voix explosa comme un coup de tonnerre, faisant trembler la porte. Va retrouver ton militaire de pacotille et demande-lui de te consoler sur la banquette arrière de sa Golf de merde. Elle continuait de crier des mots incohérents derrière la porte, mais je ne n'écoutais plus. Je me réfugiai dans le salon, empoignai mon lourd casque audio noir, l'enfonai sur mes oreilles et poussai le volume de l'amplificateur au maximum. C'était un vieux groupe de hard rock des années 70, une musique bruyante et chaotique que nous testions profondément tous les deux en temps normal. Mais ce soir je m'en enivrai précisément parce que c'était insupportable pour elle. Travers les vibrations violentes des basses, je percevais encore, comme un chaud lointain, ces glissements pathétiques. Ce que je ne sus qu'au petit matin, c'est que Camille ne quitta pas la cage d'escalier. Elle resta recroquevillée en position fœtale sur les marches froides en béton jusqu'à minuit, grelottant dans cette fine veste printanière avec laquelle elle était partie travailler le matin madame. Elle n'avait nulle part où aller. Sa MRE habitait des centaines de kilomètres de elle. Ses soi-disant amis proches ne répondraient jamais cette heure tardive pour une telle situation. Quand Maxime, l'instigateur de ce carnage, c'était le dernier TRE humain sur Terre qu'elle irait implorer. Sur les coups de minuit, la porte de l'appartement d'en face s'ouvrit dans un grincement de gonrouille. Madame Martin, une voisine d'une cinquantaine d'ânes, le teint coupero et une bouteille de vin rouge bon marche perpétuellement la main, sortit le nez. Elle posa ses yeux vitreux sur la masse tremblante de Camille et cracha un mot larme prisant sur le palier. « Qu'est-ce que vous foutez, elle, assise comme une mendiante ? Foutez le camp, vous obstruez le passage des honnêtes gens. Vous n'avez aucune dignité, les femmes qui pleurnichent comme des serpillères devant les portes closes. » Camille, brise, se releva difficilement. Ses membres étaient engourdis par le froid et l'immobilie. Elle descendit lentement l'étage dans l'obscurie crasseuse de l'immeuble, poussa la lourde porte d'entrée et s'enfona dans les ténèbres de la rue. L'orage t'épasse, mais le bitume de la chausse reflétait encore tristement la lueur blafarde des réverbères. Sans aucun but, sans espoir, elle marcha droit devant elle, errant comme un spectre de la nuit. Partie 6. La froideur de la vengeance. 3 jours plus tard, aux aurores, je déposai officiellement le dossier de demande de divorce. L'imposant bâtiment du tribunal d'instance était un vestige lugubre d'une autre époque, avec ses plafonds immenses et son odeur persistante de poussière et de vieux dossiers moisis. Je patientais calmement dans la queue menant au guichet administratif, tenant fermement entre mes doigts une pochette cartonne contenant toutes nos déclarations la copie de notre certificat de mariage, et une reproduction couleur de cette fameuse photographie dévastatrice. Une greffière au visage ravague par la fatigue quotidienne saisit le paquet et feuilleta les documents sans madame me gratifier d'un regard. Quel est le motif exact de la dissolution de l'union, marmonna-t-il d'un ton bureaucratique. Destruction absolue de la confiance mutuelle et infidèle havre, répondis-je sans qu'un seul tremblement ne trahisse mes émotions. La fonctionnaire releva enfin les yeux vers moi, une lueur de compassion lasse flottant dans ses prunelles ternes. Elle voyait défiler cette miss humaine longueur de journée. Des hommes et des femmes jeunes, le cœur broie, le regard vide de tout espoir. Régler les frais de dossier au guichet automatique dans le couloir, déclara-t-elle. Le juge rendra sa décision finale d'ici 1 mois. J'opina du chef, quitter l'enceinte judiciaire et allumer une cigarette sur le large parvis de pierre, alors que j'avais art de fumer net 6 mois plus tété pour préparer la venue d'un bébé. La fume CRE du tabac se mêla à la condensation de mon souffle dans l'air matinal glaque. Je regardais les volutes gristres se lever et se perdre dans le ciel nuageux. Mais le divorce illégal n'était qu'une vulgaire formalie administrative. L'intérieur de ma cage thoracique battait un monstre difforme fait de haine pure et visqueuse, une BTE frosse qui réclamait son dé. Je savais pertinemment que je ne pouvais pas retrouver Maxime pour lui briser les os coups de barre de fer, cela me conduirait directement à la case prison, et il n'en valait pas la peine. Je ne voulais pas non plus reconquérir Camille, sa seule image me curait profondément. Mais je refusais d'avaler cette pilule en silence. L'image de leur corps sur cette banquette arrière hantait mes nuits et polluait mes jours.
J'allais faire justice moi madame. Le jour suivant, j'entrai dans une boutique de reprographie située au rez-de-chaussée d'un vaste centre commercial de la banlieue. Je demandais une impression haute définition sur du papier glac rigide, au format A4. Je justifiais ma recute au vendeur en prétextant la constitution d'un grand arbre généalogique familial. La jeune employée s'excuta sans prêter la moindre attention au contenu de l'image et glissa la grande feuille dans une enveloppe cartonne. De retour chez moi, j'étalai le document sur la table du salon. L'agrandissement rendait le cliché encore plus abject. Les moindres détails de son abandon sautaient aux yeux. Je la fixai avec une haine chirurgicale pendant 60 secondes chrono. Puis, je me saisis d'un paie-marqueur noir indélébile, d'une écriture capitale et rageuse, je trai un message directement sur le corps nu de ma future ex-femme. Camille, pharmacienne de quartier. Disponible de 9h à 21h. Pour tout service extra, s'adressait l'arrière du comptoir. 3h du matin tapante, je stationnai ma voiture une rue de la pharmacie. La ville plonge dans un sommeil profond, silencieuse comme un vaste cimetière. Seuls les vieux lampadaires orange diffusaient une lumière cadavrique sur l'asphalte humide. Je sortis de mon véhicule, jetant des regards circulaires. Pas une me qui vive l'horizon. L'air était glacial. J'extirpai l'affiche de mon manteau ainsi qu'un rouleau d'adhésif de chantier ultra-résistant. Je m'approchai des grandes portes vitres automatiques de l'officine et plaquai l'image à la hauteur parfaite du regard. J'appliquai le scotch de manière méthodique, en formant une grande croix diagonale, afin que quiconque tente de l'arracher doive passer de longues minutes gratter le verre avec une lame. Je reculai de quelques mètres pour admirer mon œuvre. Depuis l'obscurie de la nuit, le visage extatique de la menteuse, grandeur nature, semblait me narguer tout en exposant sa honte aux yeux du monde. Satisfait, le cœur enfin léger, je regagnai ma Peugeot et roulai vers mon appartement vide. Cette nuit, pour la toute première fois depuis le drame, je sombrai dans un sommeil lourd, vierge de tout cauchemar. Le lendemain matin, déesse l'aube, un véritable pandémonium clata devant la pharmacie. Le vieil emploi chargue du ménage, Monsieur Robert, arriva le premier sur les lieux avec ses seaux. En découvrant l'obscnite placarde sur la vitrine, il lécha un juron et entreprit frantiquement de la décoller. Mais l'adhésif de chantier tenait bon, refusant de céder. Paniqué par le scandale, il appela immédiatement la directrice de l'établissement. Celle-ci, une femme d'une quarantaine d'années, réputée pour sa sévérité et sa rigueur morale implacable, débarqua en trombe moins de 10 minutes plus tard. Lorsqu'elle dailla la photographie compromettante et lut la légende ignoble, son visage SVRE se crispa de fureur et de dégoût. « C'est bien Camille, notre préparatrice ?» demanda-t-elle, estomac, au vieux balayeur. « On dirait bien que oui, madame la directrice. Allez chercher de l'actone, grattez-moi cette horreur l'instant, et appelez le commissariat de quartier pour vandalisme. » Cependant, les forces de l'ordre ne se concentrent qu'aux alentours de 10h du matin, et l'image resta exposée pendant de longues heures. Entre-temps, des dizaines de passants, d'habitus du quartier, de livreurs matinaux avaient défilé devant la vitrine de l'officine. Les plus jeunes sortaient pour photographier le scandale avec leur smartphone en pouffant de rire, d'autres secouaient la TTE avec mépris, indignés par une telle dépravation telle en pleine rue. Camille, ignorant le drame qui se jouait, ne s'était pas absente de son poste ce matin. Elle avait consulté un médecin en urgence la veille. Sa tension artérielle avait atteint des sommets critiques, frôlant l'accident vasculaire, et le praticien l'avait assigné résidence sous anxiolytique. Bien évidemment, le téléphone arabe de ses collègues ne tarda pas à la frapper. Sophie, la préparatrice toujours prompte au ragot, composa le numéro de Camille vers 9h30. La voix de Sophie tremblait d'une excitation ML de pitié. Camille. Commenta-t-elle avec citation. Es-tu au courant de ce qui orne la devanture de notre lieu de travail ce matin? Quoi donc, chuchota Camille d'une voix teinte, presque inaudible. Elle gisait sur le matelas inconfortable d'un petit studio minable loup la veille au soir la HTE. Sa MRE avait dû lui faire un virement bancaire en urgence pour couvrir la modeste caution du premier mois. Une grande photographie. Celle de ton mari, enfin, de ce que j'ai vu l'autre jour sur le téléphone. Quelqu'un la imprime en format gant et la colle sur la vitre d'entre. Avec un texte, TRS explicite, et ton prénom en gros caractères. Camille ferma douloureusement les yeux. Curieusement,
Elle ne pleura pas. Ses glandes lacrymales étaient haches depuis des jours. L'intérieur de sa poitrine, il n'y avait plus de tristesse, ni Madame de colère. Il n'y avait plus qu'un crâtre noir, une immense vacuité cosmique. J'ai compris, Sophie. C'est clair. Je te remercie de m'avoir prévenu. Elle raccrocha et fixa le plafond bas de sa nouvelle prison. Le papier peint bon marche, orne de petites fleurs jaunes et ridicules, lui semblait atrocement hostile. Une vague de nostalgie frosse la frappa lorsqu'elle se souvint des magnifiques motifs que nous avions choisis ensemble pour la chambre de notre appartement de banlieue. Elle se rappela la chaleur de mon corps contre le sien l'aube, la faim dont je l'enveloppais de mes bras protecteurs en murmurant dans la pénombre, « Tu es la lumière de ma vie ». Tout cet amour, balai par une erreur vulgaire et pathétique de quelques minutes. Partie 7. Des destins bris et amers. Camille prit l'initiative d'appeler Maxime. Elle avait longtemps repoussé ce moment avec DGOT, mais il s'agissait de sa seule échappatoire, du seul TRE avec qui elle pouvait verser sa haine résiduelle. Sa mère l'avait juge avec Srit, ses amis la traitaient désormais comme une paria helpreuse par solidarité féminine envers moi. Seul restait le bourreau responsable de sa chute. Il accepta de la recevoir dans son appartement de location du centre-ville, l'accueillant sur le pas de sa porte avec ce Madame Rictus arrogant qui semblait désormais greffe sur ses os de la mâchoire. « Tiens donc, la petite bourgeoise sans canaille et viens me voir, dit-il en scartant pour la laisser pénétrer dans le couloir en pestant le tabac froid. Ton mari de pacotille t'a mise la porte, je suppose ? Tu vois, c'est l'occasion idéale. On pourrait s'installer ensemble maintenant. Tu as toujours eu un faible pour moi, on formait un couple de RVE. Camille le jaugea des pieds la TTE. Elle regarda ses pôles hexagones enveloppés par la salle de sport, renifla son parfum en temps qui lui donnait désormais la nausée, et dévisagea ce masque de complaisance vaniteuse. Dans une fulgurance de lucidité, elle comprit quel point elle le hassait. Elle le hassait d'une haine brûlante, viscérale, d'une force qu'elle ne s'était jamais soupçonnée. Pour quelle raison malsaine lui as-tu expédié cette putain de photo ? Lui demanda-t-elle, le ton dangereusement bas, la voix chargée d'électricité. Quoi ? À te drange que la vrille clate au grand jour ? Il ricana, s'appuyant contre le chambranle de la porte. Tu m'ageais comme une vieille chaussette devant ta pharmacie l'autre jour. Je t'avais prévenu que tu le regretterais. Eh bien, voile, mission accomplie. Ta joue avec le feu, ta fini carbonise. Le poing de Camille fusa avec une rapidité stupéfiante. Elle ne frappa pas comme une femme fragile, elle envoya son poing ferme avec l'élan de tout son corps. Elle concentra dans cette phalange toute l'agonie de son divorce, sa peur de la solitude, la destruction systématique de son avenir brillant et de ses herves de maternie. Le coup s'abattit avec un bruit mat et sec sur la pommette saillante de Maxime. Surpris par la violence de l'impact, il poussa un gémissement aigu, vacilla sur ses jambes et porta une main tremblante son visage toumfi. « Espèce de garce folle liée, hurla-t-il, les yeux fous. Mais Camille avait dit j'y tourne les talons. Elle sortit du palier grandes enjambes sans madame un regard en arrière. Tandis qu'elle appelait l'ascenseur, elle l'entendait vociférer des flots d'insultes misogynes depuis son appartement, mais ces mots glissaient sur elle comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Elle redescendit dans la rue, l'esprit vide, et marcha mécaniquement en direction du grand parc public de la ville. Le parc municipal, en ce triste mois d'octobre, TDSOL. Les allées sinueuses étaient tapisses de feuilles mortes glissantes, couleur de rouille et d'or pourri, et les bancs en fonte tétrant par la bruine matinale. Elle s'assit sur un banc isole, face au grand bassin artificiel. Elle portait toujours le madame fin manteau que le jour où son monde s'était effondre. Une semaine entière s'écoule. Cet misérable jour qui avait le poids d'une existence entière. Le parc était vide, l'exception de quelques canards colverts pataugeant misérablement dans les eaux grises. Le vent froid s'engouffrait dans les branches nues des platanes centenaires. Le regard perdu sur l'eau trouble, Camille prit l'en réalisation de sa vie, sa descente aux enfers n'avait pas débuté lorsqu'elle avait cédé aux avances de Maxime dans l'habitacle de sa voiture. Elle n'avait pas non plus été celle lorsque j'avais exposé sa perversion au grand jour. La véritable fin de sa vie, c'était aujourd'hui. C'était ce matin glacial où elle comprit avec certitude qu'elle n'avait plus nulle part où aller, aucune pôle sur laquelle pleurer. Plus de mari aimant pour lui caresser les cheveux. Plus d'amant pour flatter son ego.
Plus d'amis pour la soutenir. Elle était seule au monde, face à madame et ses mensonges destructeurs. Partie 8. Le reflet du reviseur intérieur. Assis au volant de mon taxi de nuit, je me laissais porter par le ronronnement du moteur. La métropole nocturne filait derrière les vitres. Les noms clignotants des bars de nuit, les trottoirs de serre, les feux tricolores passant inexorablement de l'orange au rouge clignotant. Je n'avais aucun client l'arrière de la Peugeot. Je conduisais sans but précis, simplement parce que l'idée de retourner m'enfermer dans ce silence spulcral la maison était physiquement insoutenable. L'odeur rance de ce foutu buff bourguignon s'était incruste dans le tissu du canapé et me soulevait le cœur chaque inspiration. Je relevai les yeux et plongeai mon regard dans le petit miroir rectangulaire du reviseur intérieur. J'y vis le reflet d'un homme puis, aux cernes profonds, aux globes oculaires rougis par le manque de sommeil et la rage rentre. Le regard d'un homme qui venait de comprendre la réalité du monde. Notre première année de mariage magique, cette harmonie parfaite dont je me vantais, tout cela n'était qu'une vaste supercherie. Une toile d'araignée d'or, tisse avec soin par une hypocrite, dans laquelle je me tais entre comme un idiot aveugle. Mes phalanges se crispent sur le cerceau du volant, et le cuir de mes gants d'hiver mit un petit grincement sec. Le lendemain matin, un miracle inattendu se produisit. Le portail d'offres d'emploi de la Grande Assyrie publia une annonce de recrutement pour un opérateur de machine-outil commande numérique de nuit. Le salaire mensuel net équivalait presque ce que je gagnais en 2 mois en musant les nerfs derrière le volant de mon taxi pourri. Je remplis le formulaire numérique sans la moindre citation, envoyant mon modeste curriculum vitae avec une lettre de motivation expéditive. 3 heures plus tard seulement, une secrétaire des ressources humaines m'appelait pour me convoquer à un entretien d'embauche DS le lendemain. C'était l'objectif ultime que j'avais patiemment vu pendant si longs mois. Mais l'annonce de la nouvelle, mon cœur demeura de pierre. La joie et la satisfaction étaient devenus des concepts étrangers. Assis à la petite table de la cuisine, buvant mécaniquement une tasse de café noir devenue taille et amère, je fixais l'écran de mon téléphone. Ma MRE avait tenté de me joindre 5 reprises durant la matinée. Je finis par appuyer sur la touche d'appel en retour. Maman. Articulai-je, la voix en roue par le mutisme des derniers jours. J'ai demandé le divorce. Elle m'a menti, salement. Elle m'a trompé. Un long silence, lourd et chargé d'émotion, s'installa au bout du fil. Ma MRE, une ancienne ouvrière du textile au caractère bien trempe, n'avait jamais été du genre utiliser de grandes phrases philosophiques ou des débordements sentimentaux. Mais cet instant, je sentis qu'elle ravalait sa fière et ses préjugés avec dignité. Julien, mon grand, dit-elle d'une voix exceptionnellement douce, presque brise. Sois fort. Ne te laisse pas couler, tu m'entends? Tu sais, maman, continuai-je, le regard rive sur ce stupide panneau de décoration formant le mot amour dont la lettre pendait lamentablement de biais sur le papier peint, le pire dans toute cette histoire tragique, c'est que j'aurais probablement été capable de pardonner un moment de faiblesse si elle t'est venue s'effondrer en larmes dans mes bras pour l'avouer. Une putain d'erreur humaine sous la pression du mariage. Peut-être que j'aurais pu l'encaisser, ravaler ma dignité et essayer de sauver notre couple. Mais l'humiliation absolue de la découvrir sur cette photographie brandie par un enfoiré arrogant devant les portes de la pharmacie, c'est impardonnable. Je marquai une pause, glutissant difficilement la boule de lame de rasoir qui obstruait mon larynx. Et par-dessus tout, maman, c'est que je refuse de taire le pauvre con qui passait son temps à la crier et la protéger. Pendant une année entière, je la regardais avec admiration, je la soutenais quand elle rentrait puis, je montais au front contre toi pour qu'elle puisse avoir son mariage de princesse, je lui massais les tempes quand elle avait des migraines. Et pendant que moi, je me pliais en 4, elle se souvenait de ses jambes cartes dans cette putain de bagnole. Ma voix s'était brise sur les derniers mots. Prends tes affaires et rentre à la maison DS ce soir, ordonna soudainement ma MRE avec son ton autoritaire circonfortant. Viens passer quelques jours ici. Tu pourras dormir en paix dans ton ancienne chambre, sans te poser de questions. Merci, maman. J'arrive, conclus-je d'un murmure sain. Je coupai la communication et m'avanai vers le balconnet de l'appartement. Les lumières électriques de la ville tentaculaire stendaient perte de vue. Le vent glacial de cette fin de mois d'octobre giflait mes joues brûlantes. Quelque part, perdu au milieu de cet océan de béton et de verre, il y avait Camille.
Je l'imaginais assise sur un vieux matelas dans un logement miteux, le regard vide posse sur la fente, ruminant sa descente aux enfers. Je ne lui souhaitais aucun malheur physique, la vengeance ne m'apportait aucune satisfaction saine. Mon seul désir, le plus profond, est qu'elle se volatilise purement et simplement de la surface de la terre. Je voulais qu'elle disparaisse de ma TTE comme un mauvais RVE que l'on oublie sous l'eau de la douche matinale. Mais je savais pertinemment que les mauvais herbes ne s'évaporent jamais lorsqu'ils ont été immortalisés et imprints sur une feuille de papier glac au format A4. Pilogue. Ce que les témoins silencieux n'oublieront jamais. 3 mois c'était douloureusement cool depuis la déflagration. Je travaillais désormais de nuit l'usine de métallurgie, respirant la poussière de fer, enveloppé par le hurlement permanent des machines-outils commandes numériques. Le rythme des 3-8, exigeant et brutal, m'aidait à éteindre mon cerveau. Je ne pensais plus, j'exécutais des tâches mécaniques, j'encaissais mon salaire confortable la fin de chaque mois, et toutes les 2 semaines, je retournais me réfugier chez ma MRE dans la tranquillité de la campagne bordelaise. Elle me cuisinait d'immenses tartes aux pommes, passait sa main rugueuse dans mes cheveux courts, et respectait mon mutisme sans jamais poser la moindre question indiscrète. Camille avait présenté sa démission à la pharmacie locale après le scandale retentissant de l'affiche. Totalement discrédite, elle avait pris bagage pour s'installer dans une petite ville de province plus de 200 km de elle, trouvant un poste d'assistante mal payée dans une nouvelle officine. Elle survivait dans un modeste foyer de jeunes travailleurs, partageant sa minuscule chambre humide avec une autre femme fraîchement divorcée tout aussi dépressive. Au milieu de la nuit, incapable de trouver le sommeil, elle passait des heures faire défiler avec ses pouces tremblants les photographies enregistrées dans la galerie de son téléphone. Ces clichés rayonnants où nous posions devant des monuments historiques, riant aux clates sous le soleil, notre avenir semblant tout trac et infini. Elle sanglotait silencieusement dans son oreiller moite, puis, la mort dans le meux, elle fermait l'application et fixait le mur jusqu'au lever du jour. Quand Maxime, fille de sa nature toxique, il continuait de sillonner les boulevards au volant de sa Volkswagen aux vitres teintes. Il s'était entiche d'une nouvelle jeune fille, fraîche et nave. Dans 1 mois ou 2, il la briserait sans la moindre citation et partirait en cute de sa prochaine victime pour flatter son ego de mesure. C'était un homme qui se nourrissait de la destruction des mets vulnérables, crasant les jouets fragiles sous ses bottes de cuir avant de passer à autre chose. La prononciation du divorce officiel eut lieu 1 mois après le DPT du dossier. Je ne daignais madame pas faire le déplacement jusqu'au palais de justice, mandatant simplement un avocat commis d'office pour me représenter. Camille, en revanche, s'y présenta seule. Assise recroquevillée sur l'interminable banc de bois verni dans le couloir glacial du tribunal, elle enfouit son visage dans les paumes de ses mains pour masquer ses larmes incessantes. Lorsque la juge des affaires familiales posa la question procédurale de rigueur pour connaître la cause exacte de l'annulation du mariage, mon représentant juridique se contenta de lire le dossier et pronona froidement les mots « rupture définitive du contrat de confiance et infidélité conjugale prouve ». Camille ne contesta rien, baissant la TTE en signe de résignation totale. Quelques jours plus tard, je vendis la fameuse bague de Fianna Yorn du zircon sur un site de petites annonces entre particuliers pour la modique somme de 1 000 €, un prix brade pour m'en débarrasser. Je dépensai l'intégralité des billets obtenus pour payer l'essence de mes allers-retours vers l'usine. Mais, par une ironie tragique du destin, la fameuse décoration en bois qui affichait le mot amour sur le mur de mon salon n'avait jamais été retirée. Je n'arrivais pas à trouver la force physique de décoller cette lettre de billet. Les souvenirs s'agrippaient farouchement ces minuscules lettres. Trop de promesses murmures, trop de passion en flammes, mais surtout, une somme vertigineuse de mensonges et de trahisons. Camille croyait bêtement que nier l'existence d'un acte permettait de l'annuler de la réalité. Elle espérait que son esprit effacerait l'infidélité pour la rendre innocente. Mais elle s'était lourdement trompée. Dans cet univers impitoyable, 2 témoins silencieux ne pardonnent ni n'effacent jamais rien, l'indubile moire numérique d'un téléphone portable, et le mot d'un homme qui vous avait méticuleusement arraché le cœur.